a invité la presse, qui nous a fait un article sur le pouvoir d'achat des retraités, en disant qu'on avait perdu 20% de pouvoir d'achat. Et à la suite de cet article, j'ai déjà été contacté 3 fois pour nous dire qu'effectivement on avait raison sur nos revendications et qu'effectivement ils voulaient plus de précision sur ce qu'on était, ce qu'on faisait exactement. Je trouve que ça veut dire la CGT qui est bien présente dans les retraités et ou des camarades, des gens qu'on ne connaît pas. Moi, les 3 qui m'ont téléphoné et que j'ai rappelé après, c'est des camarades que je ne connais pas. Il y en a de la métallurgie, une camarade qui travaille dans l'horlogerie et le dernier, je n'ai pas encore pu la voir. Mais ça veut dire que nos revendications de 400 €, ils sont bien compris par les gens et qu'effectivement on peut avancer. On a fait 2 adhésions. Donc voilà un peu à partir de notre syndicat de retraités d'agro qui part des fromageries belges, voilà où on peut avancer, on a fait notre petit bout de chemin pour préparer notre congrès. Merci. Oui, Hubert Sédot de l'USR du Jura. Alors, la place des retraités dans la CGT, je risque de faire une redite parce que je n'ai pas entendu ce que Maurice a dit, parce que vous êtes arrivé en retard. Voilà, sur la place des retraités, j'ai écrit pour ne pas être trop long. Dans nos bassins de vie, que sont, et j'y insiste, les bassins d'emploi, nous vivons au quotidien au cœur des conséquences des politiques européennes de déstructuration du territoire, acceptées et mises en œuvre par nos gouvernements successifs. Désindustrialisation, casse et éloignement des divers services publics, économie dans les services sociaux territoriaux, dégradation des moyens médicaux sociaux, diminution des transports, transfert aux services privés et financiers des secteurs très rentables, etc. Tout ça a bien des conséquences sur les conditions de vie au quotidien des retraités, mais aussi, et c'est important de le mesurer, des salariés en activité professionnelle et de leurs familles. Nous avons vu, lors du colloque de 2015, ici, à Vénissieux, l'importance d'axer notre activité revendicative dans cette dimension territoriale. Car que l'on soit syndiqué dans une structure professionnelle ou dans une multipro, nous avons tous des revendications communes en matière de santé, de besoins sociaux, de transport, de logement, d'hébergement en structure, d'aide à domicile, d'amélioration de l'habitat, de fiscalité, de loisirs, de sport, de culture, etc. Revendications qu'il nous faut porter, elles, non plus à nos employeurs, mais à divers décideurs territoriaux, locaux, départementaux et régionaux, comme les communes, communautés de communes, conseils départemental, régions ou ARS. Revendications qui n'auront la possibilité d'être satisfaites que si nous sommes en capacité d'en faire des objectifs d'action rassemblant le plus grand nombre possible de retraités, mais aussi de salariés en activité. Car si retraités, nous avons bien sûr des revendications plus spécifiques, beaucoup sont communes avec les salariés de tous âges et de leurs familles. Cette réalité de revendications communes à toutes les générations doit donc être bien prise en considération et même être un élément important quand on parle de la place des retraités dans la société et déjà dans la CGT. Si nous devons laisser à ceux qui sont en activité professionnelle la responsabilité de formuler leurs revendications professionnelles, nous avons déjà à les aider dans leur lutte, car elles sont aussi déterminantes pour nous permettre de vivre ensemble et en harmonie intergénérationnelle dans nos bassins de vie. Mais nous avons aussi à réfléchir, débattre et à décider avec eux pour ce qui concerne la formulation des revendications territoriales et des modalités d'action communes à mener pour leur satisfaction sur le territoire. C'est pourquoi j'ai à cœur de poser haut et fort dans la préparation de notre congrès cette nécessité de resituer mieux l'importance que prend aujourd'hui le rôle des unions locales dans notre démarche interprofessionnelle. C'est bien au niveau des lieux de vie que les salariés en activité professionnelle et les retraités toujours actifs, eux,
dans le contexte local et familial, peuvent mieux prendre conscience de la nécessité d'agir pour ces revendications territoriales. Souvent dans les entreprises, on agit pour ces revendications professionnelles, mais rarement. On pense à formuler auprès des divers autres décideurs, des autres décideurs des revendications territoriales pourtant très importantes pour leurs conditions de vie et indirectement pour leur pouvoir d'achat. Et le fait de ne pas avoir fait mesurer cette dimension freine la perception de la poursuivre en restant syndiqué, en étant retraité. Dans le Jura, nous avons, tant à l'USR qu'à l'UD, ou dans plusieurs unions locales, commencé à réfléchir sur cet aspect de la nécessité de mieux nous organiser pour agir ensemble pour l'aboutissement de ces revendications territoriales, sans toutefois créer de nouvelles structurations formelles. Lors du congrès de l'UL de Lens, a été décidé l'élaboration d'un cahier revendicatif territorial pour les actifs et les retraités. Cahier revendicatif que l'on propose de mettre avec le souci de s'appuyer sur les cahiers revendicatifs territoriaux que l'on propose de mettre en place dans les entreprises privées et publiques du bassin d'emploi. La Multipro de Lens, Multipro retraité, a été à l'initiative de la création d'un collectif de bassin pour recenser plus particulièrement les besoins communs à tous les retraités et proposer de premiers objectifs d'action, notamment les forces de maison de retraite, les forces de la Poste, sur ce territoire que l'on a situé dans les limites de l'union locale. Actions qui se feront en coordination avec l'UL et l'UD. À l'UD du Jura, nous avons engagé, nous sommes seulement en train d'engager, une démarche de création d'un collectif santé-autonomie visant à regrouper les mandatés de l'USR au CODERPA, devenu CDCA, tout visant donc de regrouper avec les mandatés du CODERPA tous les acteurs et déjà les syndicats d'actifs œuvrant dans les domaines de la santé, des services sociaux, de l'aide à la personne, des handicapés, pour qu'enfin, je dis bien enfin, on appréhende de façon plus concertée les problématiques afférentes à ces secteurs et voir comment conjuguer action pour la satisfaction des usagers et action pour obtenir les moyens humains et matériels aux divers services. C'est bien en proposant aux retraités et futurs retraités de participer déjà à des actions locales et départementales sur des objectifs clairement perçus comme importants pour eux que l'on fera mesurer la nécessité d'être et de rester syndiqués. Permettez-moi, pour conclure et résumer cette intervention, cette formulation personnelle. Je pense que l'union locale peut et doit être le rez-de-chaussée décloisonné de notre maison CGT, où chacun a sa place, mais chacun avec toute sa place, on débat et propose des objectifs d'action revendicative territoriaux, interprofessionnels et intergénérationnels à concrétiser souvent, le plus souvent ensemble, à divers étages. Je crois que nos forums, ils ont plutôt l'objectif de travailler sur les questions qui sont posées dans le débat du 11e congrès, et notamment autour d'une question que moi j'ai identifiée comme ça. Quel syndicalisme retraité CGT faut-il construire pour être en capacité de faire avancer la revendication des 16 millions de retraités français? Je crois que c'est bien cette question importante qui nous est posée. Alors, poser cette question, c'est bien entendu poser la question du rapport de force. On le sait tous. Hein. Mais de mon point de vue, je pense que c'est aussi poser la question de nos formes d'organisation et de notre capacité à rassembler toutes nos forces organisées retraitées dans la diversité de leur structuration. Je crois que c'est effectivement un gros problème. Hein. Je citerai simplement pour mémoire l'intervention de François Thierry Chérier
au comité général de l'UCR, qui relevait les 7 ou 8 formes d'organisation des retraités qu'on a dans la CGT et qui effectivement constituent un véritable handicap pour se rassembler. Donc, déjà, sur cette question du rassemblement de nos sections de retraités, je crois qu'on a besoin de mesurer que... je vais... Par-delà les constats que nous faisons de l'érosion de nos forces, on le fait tous, c'est au niveau de l'UCR, c'est dans nos USR, dans nos localités, dans nos sections, nous sommes bien loin d'être en capacité de rassembler toutes nos forces organisées et de les rassembler dans la bataille qu'on a menée. Je crois que là aussi, on le sait tous, je renforce un peu des portes ouvertes, mais bon, c'est important de se le rappeler. Une part importante de nos adhérents retraités, qui sont en particulier ceux qui continuent d'être adhérents à un syndicat actif ou qui sont éventuellement adhérents isolés dans les unions locales, ils ne sont pas en capacité effectivement d'entrer dans l'action, dans la lutte, parce qu'ils sont isolés, parce qu'effectivement aujourd'hui ils n'ont pas les éléments pour effectivement agir. D'autre part, on mesure aussi, et je crois que là aussi on le sait tous, qu'un certain nombre de nos sections de retraités sont sur une activité qui est essentiellement professionnelle. Alors, c'est pas un reproche, c'est un constat. On le sait tous, ça aussi, on le vit dans le territoire. Je ne me suis pas présenté, je crois. Michel Maillet, membre du secrétariat de l'USR de Saône-et-Loire, et je suis également membre du syndicat multipro des retraités du Mâconnais. Donc, pour illustrer ce que je viens de dire, si je prends en compte, par exemple, l'Union syndicale des retraités de Saône-et-Loire, que je connais bien, notre réalité, elle est un peu comme tout le monde, elle est la suivante. Comme dans d'autres USR, nous perdons des adhérents régulièrement. Par exemple, en 2009, on était 1620 adhérents. En 2014, on est tombé à 1334. Si je prends le dernier exercice, 2016, on est 1245. C'est aux environs de 400 adhérents qu'on a perdu. Et ceci en 6 années. Alors, bien sûr, on le sait tous, il y a des décès, il y a des camarades qui vieillissent, c'est la vie, mais aussi on a des réalités avec des sections de retraités qui n'ont pas l'apport de nouveaux adhérents. J'en tête, par exemple, sur le secteur du département, nos camarades mineurs, qui, oui, comme il n'y a plus de mythes, il n'y a plus d'adhérents nouveaux et on perd régulièrement des adhérents par la réalité. Et quand on regarde ces questions dans le détail, on s'aperçoit que c'est un peu partout qu'on perd. C'est un peu partout, dans toutes nos sections. Et puis, le constat qu'on peut faire, c'est que souvent, il y a des adhérents qui nous abandonnent parce qu'ils sont isolés, parce qu'ils ne se retrouvent plus dans une activité syndicale dans laquelle ils ne sont plus impliqués, et qui, au bout d'un moment, l'adhésion, elle tombe. Et le constat qu'on fait, nous, dans le département, c'est que il y a seulement quelques sections multipro qui progressent. Et je crois que ça doit effectivement, ça nous interpelle et on en tire quelques enseignements. Je disais tout à l'heure, je disais plus haut, qu'on avait des difficultés à rassembler toutes nos forces. Et je donne quelques exemples. Dans le 71, par exemple, quand on rassemble entre 400 et 500 retraités dans des initiatives nationales, on fait des initiatives départementales, on dit on est content, sauf que la réalité c'est celle-ci. 400 à 500 retraités rassemblés sur 1200 adhérents, ça ne fait pas quoi. Et effectivement, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Alors, je sais aussi que un certain nombre de nos adhérents retraités, je pense en particulier aux adhérents qui sont encore adhérents dans les syndicats actifs, ils ne sont même pas informés des initiatives d'action. Parce qu'on a aussi cette pratique de travailler comme on travaille avec les actifs en direction du syndicat, et puis les syndicats d'actifs ne renvoient pas les informations.
Encore une fois, c'est pas un reproche, c'est des constats. Et, bon, et je dis que dans le même temps, notre SR, on n'a pas les moyens de contacter directement les camarades. Sur les questions de renforcement et puis sur les questions de continuité syndicale. Alors, un peu comme on le fait partout, on a mené quelques actions dans les localités importantes du département. On a tenté d'aller à la rencontre des retraités sur les marchés, comme on sait le faire. Et puis, on s'est aperçu que c'est compliqué. C'est pas simple, effectivement, de poser la question de l'adhésion. Comme ça. Et puis, on voit bien aussi que, y compris dans nos collectifs de militants, il y a une certaine réticence à y aller. C'est pas simple. Sur la continuité syndicale. Alors, je l'ai dit, on est en échec. On est en échec globalement, et ça ne concerne pas que les retraités. C'est une question qui est posée effectivement à toute la CGT. Et je dirais que les quelques expériences que nous avons menées dans le département, avec un outil qu'on a appelé la valise continuité syndicale, avec des outils pour effectivement travailler cette question, ça nous a montré que une part importante des camarades actifs pour ce déficit, et qu'on appelle les retraitables, ils nous ont dit en substance comme ça, que être syndiqué à la retraite, ça ne sert à rien, parce qu'on n'a plus de patron. Alors, c'est un peu schématique, mais en ce temps, c'est bien quand même le message qu'ils nous ont envoyé. Et puis, il y a un phénomène un peu plus récent qu'on constate, c'est que des militants qui sont passés en retraite préfèrent poursuivre leur activité syndicale avec leur syndicat d'actifs plutôt que de rejoindre les retraités, parce que dans leur tête, ils ne sont pas vieux. Ils ne sont pas vieux, et effectivement, ils sont plus unis dans l'activité avec les actifs. Tout ceci, bien entendu, ça représente une perte importante en termes de rapport de force, pour les retraités, bien sûr, mais aussi pour toute la CGT. Il nous semble, donc, au secrétariat de notre SR, que ce qui est en jeu, c'est bien la nature de transformation sociale de notre syndicalisme, dont les champs revendicatifs se situent dans et hors de l'entreprise. Et l'analyse qu'on en fait, c'est notre analyse du secrétariat du SR. Et face à une perception de plus en plus répandue d'un syndicalisme de service et de l'immédiateté, et souvent malheureusement un syndicalisme purement défensif, chez les syndiqués, il va bien falloir que globalement dans la CGT, on avance sur le contenu de l'activité revendicative à partir de l'entreprise qui permettent de mettre en évidence qu'améliorer ses conditions de vie passe aussi par la mise en œuvre d'objectifs et d'actions revendicatives transformatrices, aussi bien à l'entreprise que dans la cité, le département, la région et au niveau national. Donc à partir de ces deux camarades, si tu peux être un peu plus concis, s'il te plaît, parce qu'il y a du monde qui attend au portillon. c'est pas ça, mais voilà quoi. À partir de ces constats, se pose la question, je crois, de la crédibilité de notre syndicalisme retraité. Quels axes revendicatifs faut-il travailler pour que tout le monde s'y retrouve? Même si pour tous, la question du niveau de retraite reste le dénominateur commun et le ferment du rassemblement, ne faut-il pas concevoir une activité syndicale qui s'appuie sur une réalité? Les retraités vivent sur les territoires, ville, commune, un village, et n'est-ce pas à partir de là qu'elle doit s'articuler l'action revendicative sur leurs besoins liés incontournablement à leur situation de retraite. Et surtout, je pense que lorsque les retraités formulent des exigences pour des services de proximité, des transports accessibles au plus grand nombre et au moindre coût, un accès aux services de santé et d'aide à domicile performant, une politique de logement adaptée, c'est bien l'ensemble des revendications qu'on tire et qui concernent. Bon, Michel Castan, l'Union, je ne vais pas dire tout de suite ce qu'on est, parce que j'ai regardé le document d'orientation, on a regardé un peu au bureau, et puis on est bien content de voir que dans les structures syndicales des retraités, il y a une phrase qui dit « Sans doute il manque à cette énumération d'autres formes d'organisation
parce que nous, ça fait quelques années qu'on est hors statut, mais plus maintenant, du moment qu'on dit qu'on peut faire autrement. Nous, on a créé une union locale des syndiqués retraités CGT, pas des syndicats, mais des syndiqués. C'est-à-dire qu'on est sans frontières géographiques et sans frontières professionnelles. Donc, sur la question de cette transformation, elle s'est faite au cours du temps parce que notre organisation de retraités est partie sur une base de métallo local, ainsi de suite. On a intégré tout un tas de corporations, puis à un moment donné, on s'est dit qu'il faut qu'on franchisse une étape. Et en 2011, donc, on a créé cette union locale des syndiqués CGT retraités, ce qui fait qu'on est passé en 2007 de 38 syndiqués à 80 syndiqués en 2017. Donc on vient de faire 5 adhésions nouvelles. Donc pas de frontières, ni professionnelles, ni géographiques. Un petit recensement dans notre organisation, on doit avoir 14 fédérations représentées. Ce qui d'ailleurs pose un vrai problème. Les trésoriers, il faut que ce soit des champions maintenant, donc on a fait comme d'habitude avec Franche, on a fait autrement. On a 14 fédérations, 2 femmes au foyer, 2 anciens artisans, donc voilà la réalité sur un territoire géographique. Donc on travaille de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on a chaque mois une assemblée générale. Donc sur 80, on est entre 30 et 40 à l'Assemblée générale, ou bien on donne du boulot. Alors on comprend qu'il y a des retraités qui sont dans certaines professions qui ne viennent pas, parce qu'effectivement on donne du boulot, tandis qu'ils sont une fois par an en casse-croûte à la fin de l'année, donc ça va. Donc on a abordé cette question de l'organisation. Alors sur le 1%, parce que le problème c'est que faut être court, mais ça aurait été bien de séquencer un peu l'Assemblée sur des thèmes précis. Mais bon, on va être obligé d'être long, mais c'est pas un problème, c'est comme d'habitude. Donc sur le 1%, depuis 2011, on a mis en place chaque année à l'adresse de tous nos syndiqués ce qu'on appelle une fiche de liaison, où on demande aux syndiqués d'abord ses coordonnées pour voir ce qui évolue, ce qui bouge, voilà. On les demande de venir éventuellement de prendre en prélèvement automatique, ce qui fait qu'on a 60% de nos syndiqués maintenant en prélèvement automatique, on en avait que 30% avant. Et puis sur le 1%, chaque année on leur demande de réviser le montant de leur retraite. Alors maintenant ça devient compliqué, comme il n'y a plus d'augmentation depuis quelques années, mais comme il y avait du retard, donc quand même, ce qui nous a permis en 5 ans d'augmenter le timbre moyen de 35%. Et les gens décident eux-mêmes chaque année. Alors bien évidemment, on peut penser les historiques du syndicat sont toujours extrêmement bas. Il y en a qui ont connu les cotisations au trimestre ou au 0,5%, enfin il y a eu tout ça. Cela c'est un peu plus dur. Ceux qui arrivent maintenant, il n'y a aucun problème. Sur le 1%, il y a même 2 actifs, enfin, qui sont plus actifs, qui viennent d'adhérer, et l'autre jour, il se fait, il dit parce que finalement, je paye plus cher maintenant le 1% chez les retraités que je ne payais pas quand j'étais les actifs, parce que mon syndicat, il ne pratiquait pas le 1%. Donc il y a des situations assez sympas, hein, c'est pas grave. Hein. Donc voilà. Après, sur la question de l'intergénérationnel, moi, il me semble que on ne travaillera pas à la conviction comme ça des camarades actifs. L'intergénérationnel ne peut se faire que sur la base revendicative. C'est-à-dire comment on fait la démonstration que le pouvoir d'achat des retraités, c'est une richesse économique pour notre pays. Enfin, sur les territoires, nous on le fait sur le territoire, pour le territoire. Par exemple, pour le territoire, nous tous les ans, on visite 400 commerçants, enfin des salariés du commerce, pour leur expliquer que vous et nous, on a les mêmes intérêts. Si on augmente notre retraite, vous avez de l'emploi. Si vous avez de l'emploi, votre emploi, il finance les caisses de retraite, et ainsi de suite. Et je pense que c'est là-dessus qu'on a intérêt à beaucoup travailler, parce que les retraités, c'est une consommation importante, 280 milliards en France, le montant des retraites distribuées, qui retourne dans l'économie, qui retourne dans la vie économique,
qui retourne au niveau de l'État, bien évidemment, avec tous les impôts et les charges qui nous mettent, mais ça retourne dans la vie économique et ça crée de l'emploi. Et si ça crée de l'emploi, donc on cotise, donc on alimente les caisses de retraite, ainsi de suite. Je pense qu'on a beaucoup à travailler sur cette question-là. Parce qu'à mon avis, on associe l'idée que c'est plus une charge, les retraités, c'est une richesse pour notre pays. Et je crois qu'on a intérêt à beaucoup travailler dans ce domaine. Et je peux vous dire que nous, quand on visite les commerçants, on est compris. On est compris. On le fait tous les ans. Tous les ans, on fait cette initiative avec un tract qui explique voilà, aux commerçants. Alors, c'est pas les commerçants en tant que tels, c'est les salariés qui sont dans tous ces petits commerces. D'abord, on est bien accueillis. Alors, on fait ça en même temps, en faisant la démonstration qu'on est une organisation CGT, mais on n'est pas que des porteurs de pancartes. Je pense que dans le petit document, vous allez le voir, que vous avez dans vos sacoches. C'est-à-dire qu'on est solidaires. Et tous les ans, on fait une collecte de jouets pour Secours Populaire. Et on traverse donc la ville en présentant ces jouets à tout le monde, en disant on est revendicatif, on est solidaire. Et cette question de faire apparaître les syndiqués CGT, pas seulement des retraités, des porteurs de pancartes, hein, c'est-à-dire ils agissent dans la vie locale sur cette question de la solidarité avec l'ensemble de la population. Donc on fait ça tous les ans et je crois que c'est très intéressant, et y compris vu de l'extérieur, on a une bonne vision, je veux dire, une vision positive de l'action des retraités CGT. Et donc à partir de là, ça nous permet d'avoir une audience intéressante. Alors, bien, on est en progression de 1, de 2, mais après, voilà, un petit peu tous les ans, mais avec des choses intéressantes, parce qu'y compris cette question de l'accueil des retraités, d'où qu'ils soient, de quelques corporations, on franchit même le département, quoi, hein. Il y a des gens qui sont dans un autre département, mais à 400 km de notre lieu d'accueil, ils viennent là. Donc on a enlevé toutes les barrières possibles. Après, incontestablement, mais effectivement, si on regarde ça par rapport aux milliers de tracts qu'on distribue, de rencontres qu'on fait, on pourrait être beaucoup plus optimiste. Mais c'est le débat politique et public qu'on a en train qu'on a en face de nous. On peut se raconter tout ce qu'on veut ici, et on peut avoir toutes les bonnes intentions ou les discours, essayer de se convaincre entre nous, mais il y a quand même une grande question qui est posée à l'heure actuelle, compte tenu, bien entendu, de la situation sociale et politique. C'est quand même notre capacité à répondre aux coûts qui nous sont portés, et ça c'est le problème de la syndicalisation, autant pour les actifs que pour les retraités. Sinon, on risque de se faire bouffer de trous crus dans les jours et les mois qui vont arriver. Ce qui veut dire qu'on peut se la raconter, mais la grande question, quand j'ai entendu l'intervention du camarade tout à l'heure, 3 syndiqués sur 10 qui restent à la CGT, il y en a 7 qui s'en vont, qui vont à la pêche ou qui vont jouer au pool. Je caricature. Hein. Donc, au niveau de l'UFR Métaux Rhône-Alpes, on essaye de travailler dessus sur une initiative qui va avoir lieu le 13 avril, notamment à Villefontaine, où on va travailler avec donc, les syndicats actifs qui ont des retraitables, c'est-à-dire qu'on cible les entreprises en question, et bien entendu les sections retraitées et UFR Métaux, pour travailler sur la continuité syndicale. Ça ne peut partir que de là pour l'instant. On fait tous les marchés, quand on distribue les tracts, tout le monde nous dit c'est bien, vous êtes bien, vous êtes costaud, etc., mais on ne fait pas une adhésion. Donc on commence d'abord à travailler chez nous, et comme je dis souvent, balayer un petit peu devant notre porte, c'est-à-dire travailler avec ceux qui sont syndiqués dans les entreprises et qui vont partir, qui sont retraitables. Moi j'entends quand on dit les retraités n'ont plus de patrons, donc ils ont quand même des revendications. Je rappelle quand même que les patrons s'occupent de nous. On a l'ARCO, la GIRC. Je rappelle quand même que les patrons en question, jusqu'en novembre 2018, c'est fini, on n'a pas un centime de plus. Ça pose quand même question que le patronat, il est quand même toujours présent. Et il s'occupe de nous de la naissance jusqu'à la mort. Donc on a intérêt quand même de réfléchir avec nos entreprises. Dernier point, parce que je ne veux pas être trop long là-dessus,
dans le document d'orientation que l'on a, il y a quand même, dans la page 11 l'apport du syndicalisme spécifique retraité, il y a le paragraphe, donc il existe encore trop de militants ayant quitté la vie active, etc. etc. Moi, il y a un débat qui est dans la Drôme qui est porté là-dessus, notamment aussi au niveau d'un amendement. Bon, un paragraphe supplémentaire. Après ce paragraphe-là, je dis pourquoi travailler le territoire, travailler le lien avec les actifs, y compris sur les questions industrielles et conventions collectives, et construire l'avenir de notre organisation CGT, retraitée, élever la qualité de vie de nos sections de syndicats, choyer notre outil syndical est un élément essentiel de la construction du rapport de force. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'on ne peut pas faire l'impasse avec les actifs pour plus de syndiqués. C'est pas possible. Si on fait l'impasse, on va aller droit dans le mur. Et de plus en plus, on a des syndiqués qui sont retraités ou retraitables, et quand ils quittent l'entreprise, ils vont, comme je disais au départ, à la pêche. Et je terminerai par là. Je vous rappelle quand même qu'à l'heure actuelle, on a de plus en plus de ruptures conventionnelles. Ça veut dire qu'on a des camarades qui s'en vont des entreprises et qui n'ont pas encore 60 ans et qui se retrouvent dans une situation où ils sont ni retraités ni retraitables et qui sont en Pôle emploi et on ne s'en occupe pas. Je pense que là aussi, il faut qu'on ait une réflexion là-dessus. Christiane Lagrange, Multipro, UL 36 à Lyon. Alors, moi, je veux dire un peu comme Michel le disait par rapport au Multipro, quoi. Nous, en tout cas, on a des syndiqués maintenant qui viennent nous retrouver parce qu'ils n'ont plus d'entreprise. Mais on a aussi, et il faut qu'on se le dise, quoi, partout où il y a des individuels, quand les gens, quand on fait bien notre boulot, partout où il y a des individuels, ils restent syndiqués dans l'UL. Donc je veux dire, c'est pas dans la branche. Voilà, mais en tout cas, moi aussi je suis bien contente qu'on ouvre par rapport à la préparation du congrès, quoi. Il y a une ouverture qui est quand même bien acceptable. En même temps, peu importe, parce qu'on est appelé quand même normalement à travailler tous ensemble dans le territoire. S'il y a méconnaissance de notre syndicalisme dans la CGT, comme il a été dit, mais comme oui, on le sait, ou dans la CGT ou en dehors, nous portons notre part de responsabilité. Nous avons besoin de vivre mieux notre syndicalisme, multipro ou branche. Nous aurons à travailler ensemble sur les marchés, c'est-à-dire branche ou territoire. Chacun reste chez lui, bien sûr, mais en tout cas, on a besoin de tous se rassembler sur le territoire. Quant à la continuité syndicale, il y a quand même un vrai problème et qu'on dit souvent dans les congrès, partout où on peut le dire, un vrai problème que nous devons prendre à bras-le-corps, ben, je vais y arriver, en débattre dans la CGT, quoi. À chaque fois qu'on intervient chez les actifs, comme quand on est dans une UL, on fait partie de la CE de l'UL, quand on intervient chez les actifs par rapport à la continuité syndicale, même si on y met des formes, même si on a un langage, voilà, il n'empêche que c'est quand même assez mal perçu. Et pourtant, les retraités ont leur part pour aider. Mais souvent, chez les retraités, on entend les retraités doivent aider les actifs doivent aider les retraités. Non, la continuité syndicale, c'est pas les retraités doivent aider, mais c'est la continuité, c'est les actifs, voilà, je vais y arriver. Je pense que 3 sur 10, ça doit nous interpeller, et ça doit nous interpeller sur le fait qu'il y a énormément de militants qui ne continuent plus. 3 sur 10, obligatoirement, on en connaît tous d'ailleurs. Alors je crois qu'il y a un travail énorme à faire, vraiment un travail, c'est comme la syndicalisation, il y a un travail énorme à faire par la CGT, à tous les points de vue, actifs, retraités, et voir les militants qui sont aujourd'hui, des militants qui seront à la retraite dans quelques temps. Si on n'intervient pas avec eux, eh ben, ils partent
partiront. Et ceux qui savent qu'ils ne continueront pas, on en connaît tous, quand ils nous disent non, moi c'est terminé, j'ai assez donné, et bien ceux-ci ne peuvent pas faire la continuité syndicale. Je ne vois pas un militant dire il faut que tu continues, puis lui il sait qu'il ne va pas continuer. Je crois que c'est un travail de fond à faire et qu'on ne prend pas en compte. Et donc voilà, notre syndicalisme en subit les conséquences. Quant à la continuité, ben c'est ça, voilà, j'ai plus rien à dire sur la continuité syndicale. Moi, je suis un petit peu déstabilisée parce qu'on avait dit que c'était un forum avec des thèmes, et j'avais travaillé avec ces thèmes, et bon, j'ai pas envie d'aller plus loin parce que c'est dommage, c'est la préparation du congrès.